Il y a deux bonnes raisons de regarder attentivement ces images, de les fixer dans sa mémoire. D'abord, elles sont certainement l'une des plus belles réussites de ce qu'on peut appeler le show télévisé lunaire. Ensuite et surtout, il est à craindre, mesdames et messieurs, bonsoir, que vous ne puissiez les revoir avant longtemps. En tout cas, c'était hier soir, un peu avant minuit, le décollage du LEM, avec à son bord les astronautes Cernan et Schmitt. Au nom de toute l'humanité, les deux hommes ont dit plus qu'un au revoir à la Lune. Ce départ, on peut le dire, contenait l'émotion des adieux. Voilà pour l'aspect sentimental de cette dernière mission Apollo, mais ce qui intéressera certainement davantage les hommes de science, c'est que les astronautes ne vont pas revenir les mains vides. Non, ils ne reviennent pas les mains vides, ils reviennent même, je pourrais vous dire, les poches bourrées, les poches pleines. Ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que le programme Apollo, finalement, c'est deux choses. C'est d'une part l'homme sur la Lune, c'est le côté le plus spectaculaire, c'est l'astronautique héroïque, si vous voulez. Ça, tout le monde l'a retenu, c'était dans quelque sorte la réponse à un défi. Mais, il y a aussi le bilan scientifique, et celui-là s'annonce fabuleux. Par exemple, rien que pour Cernan et Schmitt, eh bien Cernan et Schmitt reviennent à bord, retourneront vers la Terre dimanche avec des sacs contenant 120 kg, 126 kg de roches lunaires. Dans ces 126 kg de roches lunaires qui sont un butin, il y a des joyaux, des bijoux, il y en a trois. Le premier, c'est cette fameuse roche rouge orangée qui va nous fournir la preuve en quelque sorte qu'il y a eu une géochimie, une chimie sur la Lune, c'est-à-dire qu'il y a eu des fumerolles d'origine volcanique. Il y a la roche peut-être, je dis bien peut-être la roche la plus vieille qui aurait été arrachée in extremis à la Lune, une roche vieille peut-être comme le système solaire, la roche la plus jaune. Il y a ces carottes de Lune que sont en train de vous présenter Schmitt à la caméra, regardez bien. Vous ne les reverrez pas. Il y a aussi une station scientifique qui est sur la Lune, la 5e, et qui auscultera en permanence la Lune pendant près d'un quart de siècle. Vous voyez, c'est fabuleux. En somme, la découverte de la Lune ne fait que commencer. J'oserais dire qu'on en est maintenant, Jean-Pierre Berthet, à l'heure des bilans. Oui, et non seulement, Michel Chevalet, le bilan pour cette dernière mission Apollo, mais aussi le bilan pour l'ensemble du programme qui s'achève. Alors, est-ce que le spécialiste des questions scientifiques que vous êtes a retenu d'ores et déjà une découverte plus sensationnelle que les autres dans la conquête de la Lune? Écoutez, je vais vous dire qu'on est à l'aube. On est à l'aube maintenant de découvertes prodigieuses. Et une de ces découvertes, en voici une en avant-première. Elle tient dans cette photographie. Cette photographie, c'est celle d'un grain de poussière de Lune pris au microscope électronique. Cette photographie a été prise à Toulouse grâce à un des microscopes les plus puissants du monde. Et grâce à cette photographie, on a maintenant résolu une des énigmes sur la formation de l'univers. C'est ici. Vous voyez, ça tient en peu de choses, dans une toute petite pellicule que vous voyez ici sur votre écran. N'oubliez pas que c'est en somme une radiographie comme vous passez chez le médecin. Dans cette peau, grâce à cette peau, on sait maintenant comment s'est formé le système solaire. C'est-à-dire, cette peau est la grande colle, la colle cosmique, qui a permis aux grains de poussière de se coller les uns aux autres pour former des planètes. Et vous allez voir sur une animation que nous avons réalisée, comment s'est précisément formé ce système solaire. Regardez, voici, au départ, il y a environ 5 milliards d'années, il y avait un nuage de poussière et de gaz. Dans ce nuage, il y avait des tourbillons. C'était en quelque sorte un brassage. Sous ce brassage, le nuage s'est aplati, a pris la forme d'un ballon de rugby. Lorsque la vitesse des grains de poussière était supérieure à 3600 km à l'heure, les grains de poussière se heurtaient, se désintégraient. Mais lorsque cette vitesse n'était seulement que le dixième, c'est-à-dire environ 350 à l'heure, les grains rebondissaient les uns sur les autres comme des boules de billard, ou bien se collaient. Et jusqu'à présent, on ne savait pas pourquoi ils se collaient. Grâce à cette photographie que je vous ai montrée, on sait maintenant pourquoi ils se collent. Parce qu'il y a une colle. Il s'est formé à la surface des grains, ce que vous voyez en ce moment, une peau, une pellicule qu'on appelle la peau amorphe. Cette peau a été formée par l'impact des rayons cosmiques. Cette peau a donc permis aux grains de se coller. 200, 300, 1000 grains se collent pour former ce qu'on appelait une boule de neige. Et lorsque cette boule de neige a eu la taille d'un homme, eh bien, il y a eu une attraction qui a provoqué un effondrement de toute la boule de gaz. Regardez, voilà. Les planètes sont nées ainsi. Et c'était, je vous le rappelle, il y a 4,7 milliards d'années. Ainsi se sont formées la Terre et la Lune. Puis, la Lune a rencontré sur son passage, comme la Terre d'ailleurs, les restes de cette bataille de boules de neige. C'est ce qui a donné justement des impacts, c'est ce qui a donné des cratères. Voilà comment sont nés les cratères à la surface de la Lune et à la surface de la Terre. Ce sont
les restes de la gigantesque bataille de boules de neige. Mais si sur la Lune, on voit encore les traces, sur la Terre, il ne reste plus rien de cette bataille cosmique parce qu'il y a eu l'érosion. Voilà. Merci. L'actualité politique. 2 interventions ont été remarquées aujourd'hui à Saint-Ouen, où s'est poursuivi le 20e congrès du Parti communiste français. D'abord celle de M. Jacques Duclos, qui, pour répondre à ce qu'il appelle une violente campagne anticommuniste, a rendu un vibrant hommage à Georges Marchais. Ensuite, l'intervention du directeur de l'Humanité, M. Étienne Fajon. Les problèmes de la presse communiste, a-t-il dit, sont dans une passe actuellement d'une gravité rarement atteinte. En 20 ans, la vente de l'Humanité a baissé de 60 000 exemplaires et celle de l'Humanité dimanche de 160 000 exemplaires. M. Fajon a encouragé certains militants communistes à une lecture plus assidue de l'Humanité, qui est pour lui le seul quotidien national de l'ouverture. Il y aura donc en France un Conseil supérieur de l'information sexuelle. Ça n'a pas été facile, mais M. Neuwirth a finalement fait adopter sa proposition de loi par ses collègues de l'Assemblée nationale. La question se pose maintenant de savoir comment ce Conseil va fonctionner et sous l'autorité de qui il sera placé. Jacqueline Collins vous dit ce qu'elle a pu apprendre. Tout le monde est d'accord, il n'est plus possible à notre époque d'avoir des enfants sans le vouloir. Il faut pouvoir choisir le nombre de ses enfants et le moment où on peut les élever convenablement. L'information dans ce domaine est nécessaire, non seulement pour le bien des individus et des couples, mais aussi des enfants eux-mêmes. Combien de drames seraient évités si la possibilité d'un vrai choix était à la portée de tous? Longtemps, la régulation des naissances a été impossible en France. La loi de décembre 1967 a permis l'utilisation licite des moyens de contraception. Il existe déjà un certain nombre de centres qui reçoivent et informent sur ces problèmes. Vous aidez à voir tout à l'heure le gynécologue. Eh bien, voyez-vous, moi je suis encore étudiant, je suis en 4e année de droit et ma femme travaille. Nous sommes mariés depuis 7 mois et demi maintenant et nous ne désirons pas d'enfant tout de suite Oui. parce que nous pensons que pour des raisons économiques, on n'y arriverait pas. Alors qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, c'est pas exactement. On ne sait pas, mais on a vu tout de même... Mais malgré cela, sur jusqu'à la présent, porte l'information de était France, insuffisante et souvent réservée à une catégorie aisée de la ici des population. consultations. Le projet de loi adopté hier soir par l'Assemblée nationale, s'il est accepté par le Sénat, devra permettre la diffusion la plus longue de l'information sur tous les problèmes de la naissance. Il crée un Conseil supérieur de l'éducation sexuelle, la régulation des naissances et l'éducation des familles. Conseil qui assurera la liaison entre les représentants des établissements, associations ou groupements participant à l'information, à l'éducation sanitaire et sociale de la population. Il coordonnera les études et les recherches sur l'éducation sexuelle, il organisera les éducateurs spécialisés. Ces centres d'information et les frais de cette éducation seront financés par l'État et non pas par les caisses d'allocation familiale. Pratiquement, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, l'information sera désormais accessible à tous nos compatriotes, quelles que soient leurs conditions sociales, parce que depuis la loi de 67 qui avait apporté cette nouvelle liberté, qui était l'autorisation de pratiquer la contraception, on peut dire que seuls les milieux favorisés par la fortune ou par l'éducation avaient connaissance de ces méthodes. Dorénavant, grâce à une double action, celle qui est menée sur le plan de l'information médicale, en quelque sorte par le gouvernement, qui tient là les promesses faites publiquement à Strasbourg par M. Messmer, en ouvrant des consultations dans tous les hôpitaux, dans toutes les maternités, toutes les PMI, va développer donc cette information médicale. Et parallèlement, il faut développer une information sociale, c'est-à-dire que les jeunes femmes, les couples, les hommes aussi, puissent accéder à cette information à travers les associations, que ce soit les associations familiales, les associations privées, ou comme le planning familial, couples et familles, les conseillers conjugaux, éventuellement, pourquoi pas, les syndicats, bref, tous ceux qui ont mission d'apporter des informations et qui désormais seront aidés à travers ce Conseil supérieur par l'État. Madame Nicole Mercier, le professeur de philosophie inculpé d'outrage aux bonnes mœurs à Belfort, a passé 2h30 aujourd'hui dans le bureau du juge d'instruction. À la sortie de cet entretien, son avocat s'est montré optimiste. Il pense qu'on se dirige vers une solution d'apaisement. Le Sidunati, le mouvement de Gérard Nicou, a obtenu un demi-succès, disons, aux élections dans les caisses de retraite des artisans et commerçants. Le Sidunati a recueilli plus de 40% des voix, mais la tendance traditionnelle, celle des candidats sortants, a conservé la majorité absolue.
La retraite est certainement l'un des problèmes qui préoccupent le plus les petits commerçants et artisans. Dans bien des cas, la vente de leurs fonds de commerce ne suffit pas à les faire vivre une fois retirés des affaires. Une loi, dont le décret d'application est paru récemment, devrait leur faciliter un peu les choses. François Gault. Les petits commerces, les petites boutiques éprouvent souvent beaucoup de difficultés à coexister avec les puissants supermarchés. Et certains ferment leurs volets ou disparaissent au fil des mois, au fil des ans. C'est une question de mutation commerciale. La nouvelle loi est simple, certains artisans et commerçants âgés d'au moins 60 ans et qui décident de vendre leurs fonds vont désormais percevoir une indemnité. Alors pourquoi cette loi ? C'est pour défendre une classe sociale importante, mais de gens qui ne sont pas responsables des difficultés, bien entendu, dont ils sont les victimes. Et c'est pour venir en aide à ces gens-là. Une précision à présent, le pécule qui sera versé, cette indemnité de départ, est exempt d'impôt. Mais quel est exactement son montant ? Le minimum pour un célibataire serait de 13 500 francs. Et ce pécule. Et pour un couple, 20 250. Voilà le minimum. Et le maximum, puisqu'il y a une question de ressources qui intervient, serait de 27 000 francs pour le célibataire et de 40 500 francs pour le couple. Ce n'est pas le Pérou, évidemment, mais ça peut tout de même aider à passer des situations difficiles. Une question également, qui va financer ce régime ? D'abord, une taxe d'entraide établie en fonction du chiffre d'affaires de certains commerçants. Ensuite, une taxe spéciale versée par les magasins à grande surface. En 5 ans, l'ensemble représentera la somme de 2,7 milliards de francs. Sur un plan pratique, à qui faut-il s'adresser ? À partir du 1er janvier 1973, 1er janvier prochain, bien entendu, les commerçants intéressés pourront s'adresser à la caisse de retraite dont ils dépendent, à la chambre de commerce dont ils dépendent, ou à leur organisation professionnelle ou interprofessionnelle. Ils auront là tous les renseignements et toute facilité leur sera donnée pour établir le dossier qui sera nécessaire. Et j'espère que nous arriverons à des résultats qui soulageront véritablement des gens malheureux et âgés. Un chiffre, enfin, plus de 100 000 commerçants et artisans âgés sont directement intéressés. Aux usines Berliet, en conflit depuis plus de 2 mois et demi, l'atmosphère est au durcissement. Les syndicats CGT et CFDT ont constaté aujourd'hui, je les cite, le refus de la direction de céder à certaines revendications de salaire et ces syndicats ont laissé entendre de nouvelles actions à partir de lundi. Dans la métallurgie parisienne, patrons et syndicats se sont retrouvés aujourd'hui pour une 5e réunion paritaire. La discussion a surtout porté sur l'évolution des salaires réels en 72. Prochain rendez-vous le 20 décembre. D'autres négociations se poursuivent à la RATP pour le renouvellement du contrat salarial de 1973. De nombreux points restaient en suspens, mais j'apprends que la signature d'une séance de signature a été annoncée pour le 21 décembre prochain et que d'ores et déjà 3 syndicats ont donné leur accord de principe. Juan Perón ou la fin d'un mythe. Il ne faut certes pas anticiper, mais le départ de l'ancien président argentin pour le Paraguay hier soir est considéré par certains comme un véritable constat d'échec. Juan Perón, qui avait retrouvé son pays après de longues années d'exil, n'y a pas rencontré, semble-t-il, le soutien qu'il espérait. Comme il y a 17 ans, le général Perón a quitté l'Argentine pour le Paraguay. En 1955, il était condamné à l'exil, mais derrière lui, il laissait une image idolâtrée. Hier, il a quitté son pays librement, mais après avoir déçu ses partisans, après avoir en quelque sorte procédé par lui-même à la destruction de son mythe. L'Argentine, qui depuis 30 ans était obsédée par Perón, eh bien l'Argentine a tourné la page. Les élections vont se tenir en mars prochain. Perón ne sera pas candidat, il l'a annoncé lui-même. Le général Lanús non plus. Le chef de l'État argentin fera valoir ses droits à la retraite dès que sera constitué le gouvernement civil. Par une sorte d'accord tacite, le premier part, le deuxième se désiste. La junte militaire est donc apparemment parvenue à ses fins. Elle avait accepté le retour de Perón pour mieux le neutraliser. Durant ces 17 années d'exil, l'ancien dictateur n'avait cessé de jouer à l'oracle, de porter des avis sévères sur les 8 présidents qui, entre 55 et 72, se sont succédés. Ce rôle de censeur lui convenait, il s'y complaisait même. Son retour devait être grandiose. Or, l'accueil qu'on lui a réservé a été chaleureux, certes, mais le grand tribun qu'il fut n'a su retrouver les accents qui, dans les années 50, galvanisaient les foules.
Le général Lanus avait pris ses précautions. Et sans doute se doutait-il que l'Argentine, sans le savoir encore, pouvait vivre avec Perón ou sans Perón, indifféremment. L'ancien dictateur, après le Paraguay, se rendra à Panama et au Venezuela, puis en Europe. Il reviendra en Argentine début janvier. Son retour se fera sans doute discrètement. Perón ne peut plus grand-chose pour l'Argentine. Celui-ci d'ailleurs le reconnaissait implicitement il y a 2 mois au cours d'une interview. Je trouve que nous avons une jeunesse merveilleuse. Bien, c'est là notre grande chance. Je suis comme le Chinois qui peut se coucher dans son cercueil parce que je considère que l'avenir nous appartient à notre jeunesse. Tandis que l'aviation américaine intensifiait ses raids sur le Nord-Vietnam, M. Le Duc Tho quittait aujourd'hui Paris. Le départ du négociateur de Hanoï marque la fin d'une nouvelle phase des discussions de paix, mais pas la fin de la guerre. Et pourtant, la Maison-Blanche vient de faire savoir que la négociation de Paris se trouve engagée dans une phase cruciale. À preuve, ajoute la Maison-Blanche, que d'intenses consultations réunissent depuis hier le président Nixon et le négociateur américain à Paris, M. Kissinger. Après 3 jours de troubles, le retour au calme s'est apparemment amorcé à Madagascar. L'état de siège est maintenu, notamment dans la ville portuaire de Tamatave, où l'on compte une 50aine de blessés. Un épisode que l'auteur du film French Connection n'avait pas imaginé fait sensation depuis hier aux États-Unis. Les 25 kilos d'héroïne saisis il y a 10 ans et servant de pièce à conviction dans le procès des trafiquants ont été volés au nez et à la barbe des policiers new-yorkais. Coup d'accélérateur, coup de frein, coup de volant, carambolage évité de justesse, c'est la fameuse poursuite d'un trafiquant de drogue dans le film French Connection, la filière française. Mais avant d'être un film, ce qui devra l'inspirer, c'est une célèbre affaire de drogue. 1962, 25 kilos d'héroïne pure sont saisis par la police new-yorkaise. Les principaux accusés sont français. L'héroïne qui doit servir de pièce à conviction dans les procès des trafiquants, tous ne sont pas encore jugés, est alors entreposée au quartier général de la police. Quand a-t-elle disparu, on n'en sait rien. Par contre, on sait comment. Le 29 septembre 1969, le procureur du district remet la drogue à un policier, lequel signe un reçu, y porte son numéro matricule. On sait maintenant que ce numéro n'a jamais existé et qu'il s'agissait bien entendu d'un faux policier. Pour le préfet de police de New York, une longue enquête commence. Tous les témoins de l'affaire seront interrogés, le sera même Eddie Egan, le policier qui arrêta les trafiquants en 1962 et qui fut le conseiller technique de French Connection. En octobre dernier, pour la première fois, une équipe de la télévision française avait pu pénétrer dans le coffre blindé de la police new-yorkaise. Là où, nuit et jour, sont soigneusement gardés et la drogue et ce qui les sert à la passer. Une multitude d'objets hétéroclites qui montrent bien l'imagination des trafiquants de drogue. La disparition d'aujourd'hui en est un exemple de plus. Autre affaire de drogue en France, celle-là à la frontière franco-espagnole, les douaniers de Béobi ont saisi cet après-midi 208 kilos de hashish dans une voiture en provenance de Casablanca. Nous aurons très certainement, dès 24 heures dernières, des détails sur cette nouvelle saisie de drogue spectaculaire. Le ski amateur de compétition, qui est menacé depuis plusieurs années, va peut-être enfin sortir de sa crise. Si les millions glanés sur les pistes par Killy et Schranz ont pu faire rêver, ont même été parfois critiqués, aujourd'hui tout le monde reconnaît que les skieurs doivent toucher un manque à gagner. Mais il fallait éviter que ces amateurs ne deviennent des financiers. Et c'est l'une des premières tâches accomplies par Jean Vernet, le nouveau directeur de l'équipe de France. Reportage Alain Lemaître. La solution préconisée par le directeur de l'équipe de France est séduisante et elle a le mérite de mettre fin à une longue hypocrisie. Plutôt que de traiter directement avec les skieurs, les fabricants français réunis en pool verseront chaque année, en contrepartie d'une exclusivité, une coquette somme d'argent à la fédération de ski. Une partie de cette subvention sera attribuée aux skieurs en fonction de leur performance, mais au lieu de leur être redistribuée immédiatement, elle sera gérée par la fédération. Et c'est seulement en fin de carrière que le coureur pourra prendre possession de la part qui lui revient. Et tout cela est bien normal. D'ailleurs, Robert Killy, le père de Jean-Claude, sait combien les champions contribuent à la vente. Les champions font la réputation des articles. Les fabricants d'ailleurs veulent tous, presque tous, faire partie du pool qui livre du matériel aux coureurs. C'est une preuve que ce matériel est plus demandé que d'autres matériels qui sont vendus en dehors des équipes.
Il était temps de trouver une solution au conflit qui a pu opposer le ski à l'argent. Cette solution semble d'ores et déjà fort bien accueillie par les skieurs et surtout par les fédérations étrangères qui sont prêtes à copier le modèle français. Véritablement, c'est une prise de conscience de la part des dirigeants fédéraux qui doivent faire quelque chose pour les jeunes, surtout lorsque l'on prend ces jeunes très tôt et qu'on les met dans le cycle des grandes compétitions. Nous devons nous arranger pour que les fabricants comprennent que nos intérêts, finalement, sont exactement les mêmes que les leurs. Il faut éviter de raisonner sur des particularités immédiates, c'est-à-dire sur la publicité d'une victoire ou d'un nom. Non, nous devons avoir une équipe forte, et pour avoir une équipe forte, nous devons assainir le système et être sûr que les jeunes montent derrière. Nous ne pouvons pas concentrer absolument tout l'argent disponible sur quelques têtes. On ne peut pas passer son temps en surenchère, en discussion permanente de surenchère et le problème ne se poserait que pour un nouveau fabricant. Alors ça existe encore dans certains pays étrangers, mais je pense que même les poules et les fédérations étrangères, et c'est déjà fait aux États-Unis, prennent un peu modèle sur ce qui se passe à la fédération et aux poules de l'équipe de France. Il vous semble donc qu'il était temps de trouver une solution et celle-ci semble celle oui, qui réunit faveur. Ça devient urgent parce que après Sapporo, on a parlé de folie de certains fabricants et de certains coureurs, et tout ça c'est terminé pour la France du moins. Est-ce qu'on peut dire que la fédération se transforme en quelque sorte en caisse d'épargne? Oh, écoutez, je pourrais évidemment vous répondre qu'il n'est pas dans les rôles et la mission de la fédération de se transformer en caisse d'épargne. Par contre, si vous me dites que nous avons mis de nouveaux principes en place pour certainement capitaliser une partie des sommes que nous pouvons remettre en manque à gagner aux coureurs, c'est exact. Car en définitive, notre but, c'est certes de gagner des médailles, mais c'est peut-être avant tout de former des hommes par le canal du sport, et c'est ce qui va diriger essentiellement notre action. Le Grand Prix Vérité a couronné aujourd'hui l'écrivain Henri Muller. Dans son livre Mai 100 jours, Henri Muller raconte son drame personnel. Atteint de paralysie il y a 2 ans, il est resté immobilisé pendant 3 mois sur un lit d'hôpital. Une centaine de personnes représentant les personnels des théâtres nationaux de Paris ont défilé ce matin de l'Opéra au ministère des Affaires culturelles. Ces personnes manifestaient contre la fermeture d'un certain nombre de théâtres nationaux et contre la décision de la Comédie Française de s'installer aux Tuileries, sous le chapiteau de Jean Richard, pour jouer Molière. Même contestée, cette initiative reste un événement. Alors voyons avec Jean Stricker comment les comédiens français ont préparé la première représentation de ce soir. Leurs habitudes sont changées et même bouleversées. Mais je ne crois pas qu'ils soient bouleversés, eux. Ils sont au contraire assez excités par cette expérience nouvelle. Vous pensez que c'est bon pour eux? Ça doit être bon, je le crois, oui. Moi, je suis très surpris, je croyais pas que c'était ça. Un peu affolé? Au contraire, rassuré. Quand vous aimez cette Rassuré ambiance? par la salle, je trouve ça très étonnant, oui. Ah oui, c'est très différent, c'est en même temps très sympathique, c'est en même temps assez formidable. Et si ça se passait bien aussi à la Comédie Française, ce serait encore parfait, encore plus que parfait. Vous savez, vous voulez pas faire une chose. C'est formidable, surtout l'année de Molière, parce qu'on retrouve un petit peu en esprit ce qu'il a connu lui quand il faisait toutes les routes de France sur un chariot avec des toiles. On est dans la même ambiance. Pour qu'on puisse avoir une entrée par le fond, on est obligé de la faire plus basse que celle-là. Mais dans l'autre sens, c'est à 1 mètre de moins. Alors il nous en reste encore. Alors je crois que c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas une improvisation, vous voyez. C'est quelque chose qui peut ressembler à une improvisation, mais c'est très préparé. C'est-à-dire c'est un petit peu différent quant à la forme, aux habitudes du français. C'est certain. On se trouve dans un endroit tellement différent. Mais enfin, ça correspond bien à l'atmosphère du théâtre. Est-ce que vous pensez que le chapiteau est propice à l'expérience? Que finalement il y a quelque chose à en tirer de l'expérience? Je le crois. Spécialement pour les pièces de Molière, qui s'accommodent très bien de l'esprit de très tôt. Et dès que toi,
tu as terminé sur l'hypocrisie. Paf, moi j'enchaîne en disant l'hypocrisie est un vice à la mode. Ce qu'il faut, c'est pas perdre de temps. Exactement. Et pour les dire, on fera s'asseoir là, et à ce moment-là, tu peux attaquer tout de suite. Mais dès que j'ai dit le dernier mot, avec une charité sophistiquée, l'hypocrisie est un vice à la mode. Ça s'enchaîne avec oui, c'est ça. Très bien. Bon, on va y aller, mais... 10 juillet 1668, la troupe est partie pour Versailles. On a joué le mari confondu, Georges Dandin, première fois. Vous êtes venu avec le thermos? Ah bah oui. Vous avez pris vos précautions? J'ai pris mes précautions. C'est jamais on vient à une répétition. Et puis une répétition, c'est pas comme une représentation. On est sûr que la représentation, ça va être très bien chauffé, que ça va être d'un confort surprenant. Mais une répétition, on ne sait pas. Enfin, on lit le fameux registre de Lagrange, qui était le compagnon fidèle acteur chez Molière et qui a tenu justement le détail de toutes les pièces qui se sont jouées tous les jours, les distributions, les recettes du jour. C'est un journal de bord. Oui, exactement, qu'on continue d'ailleurs, exactement de la même façon. L'éducation des enfants, c'est le thème du magazine La qualité de la vie qui vous sera présenté tout à l'heure à 21h20, notez-le bien. Plutôt que de s'adresser aux adultes, André Sabas et Roland Martin ont choisi de demander aux enfants eux-mêmes ce qu'ils pensaient de la façon dont on les élève. Regardons la présentation de cette émission. Je m'appelle Laurent Déhoux, j'ai 10 ans et demi. Je m'appelle Alain, moi aussi je suis pensionnaire. J'aime pas tellement ça. À chaque fois que j'en ai demandé à un garçon s'ils aiment bien les ici, ça c'est vrai, hein. À chaque fois que j'ai demandé aux garçons s'ils aiment bien ici, il n'y en a jamais un qui m'en dit oui. Jamais. Outre ces internes d'une école privée, participent également à l'émission les deux enfants que voici très entourés d'affection, un garçonnet de 7 ans qui se débrouille seul dans la journée pendant que sa mère travaille, et un enfant de 13 ans, un enfant abandonné. Je crois que ton papa était un petit garçon abandonné. Oui. Il vous l'a dit? Oui. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'une femme puisse abandonner son enfant? Non. Parce que je me suis mis dans la tête que si on veut avoir un enfant, c'est pas pour l'abandonner après. Après ce rendez-vous de la qualité de la vie, Patrice Duhamel vous donnera les dernières informations vers 22h55. Passez une excellente soirée.